On connaît tous les Bartavel de Pagnol. Le doublé impossible, le gamin qui surgit au-dessus du vallon, les oiseaux dans les mains. C'est devenu le plus célèbre récit de chasse de la littérature française. Mais le doublé, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans cette histoire. Parce que pendant que Joseph apprend à chasser, Marcel, lui, joue quelque chose de beaucoup plus important. L'image qu'il se fait de son père, au point de croire quelques heures plus tôt qu'il pourrait ne plus l'aimer s'il rentrait bredouille. Cette histoire me touche à la fois parce qu'elle raconte la chasse de nos anciens et à la fois parce qu'elle est universelle dans les thèmes qu'elle aborde. Et comme j'ai décidé de faire ce que j'aime et que j'ai appelé mes épagnols bretons Pagnol et Marius, ouais, tu vas faire quoi? Eh ben je vous embarque avec moi dans un récit qui me fout les poils à chaque lecture. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Le père de Marcel, Joseph, il sait pas chasser. L'oncle Jules, lui, connaît les armes, le gibier, les techniques. Alors Joseph écoute, il pose des questions, il apprend quoi. Et Marcel découvre pour la première fois son père en position d'élève. L'oncle Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, lui qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, d'un air ignare, comme un élève. J'en étais honteux et humilié. Et le lendemain, il dit à sa mère quelque chose de terrible. S'il ne tue rien, eh bien moi, ça me dégoûtera. Oui, ça me dégoûtera. Et moi, je ne l'aimerai plus. Alors c'est une phrase d'enfant, mais d'une grande violence qui révèle finalement son propre orgueil. À cet âge-là, son père, il doit savoir, il doit pouvoir, il doit gagner. La gloire de Joseph, c'est aussi la sienne. Et voilà que Marcel découvre brutalement un domaine où son père ne sait pas. Joseph doit donc apprendre. L'oncle Jules lui montre le fameux coup du roi. Il décompose le geste, il mime les perdrix. Puis père et fils s'entraînent seuls. Et mon père, docile, prenait à son tour le fusil et répétait fidèlement la pantomime de l'oncle Jules. Parfois, le matin, il m'emmenait avec lui sur le chemin du vallon de Rapon, qui était bordé d'une haie d'arbustes. Et là, nous répétions en cachette le coup du roi. Je jouais le rôle de la perdrix, puis, au moment de m'envoler, je lançais de toutes mes forces une pierre par-dessus la haie, et mon père essayait de la suivre du bout de son fusil brusquement épaulé. Et Pagnol ajoute. Ainsi, mon père préparait l'ouverture avec une application si minutieuse et si humble que pour la première fois de ma vie, je doutais de sa toute-puissance, et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. La gloire commence donc curieusement par la possibilité de l'échec. Enfin, curieusement, non, parce qu'à partir de là, l'histoire prend presque la forme d'un récit initiatique. Et pas seulement pour Joseph, qui apprend à chasser, mais pour Marcel aussi. La vraie question pour lui ce jour-là, c'est pas seulement de savoir si son père va ramener une perdrix, c'est de savoir ce qu'il restera de son héros s'il n'y arrive pas. Alors évidemment, Marcel, lui, il veut venir, comme tous les gamins. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'inventais toutes les raisons possibles. Alors Marcel, il argumente. Il peut porter le déjeuner, marcher sans bruit, retrouver les perdrix même, puisqu'ils n'ont pas de chien. Mais derrière tous ces arguments, Pagnol nous donne la vraie raison de son empressement. D'abord parce que cette ouverture m'apparaissait comme un grand départ vers l'aventure, vers les hautes garrigues inconnues que je regardais depuis si longtemps. Et surtout, je voulais aider mon père dans son épreuve. Je me glisserais dans les broussailles et je rabattrais le gibier sur lui. S'il manquait un perdreau, je dirais « Je l'ai vu tomber !» et je rapporterais triomphalement quelques plumes que j'avais ramassées dans le poulailler afin de lui donner confiance. Mais cela, je ne pouvais pas le dire. Et mon amour déçu me brisait le cœur. Je trouve ce passage extraordinaire. Marcel ne veut pas seulement participer à la chasse. Il veut sauver son père de l'échec. Mais il veut aussi se sauver lui-même de quelque chose. Du spectacle d'un père qui ne serait plus le surhomme qu'il imaginait. Quand il prévoit même de semer des plumes pour lui faire croire qu'il a touché un perdreau, c'est pas seulement de la tendresse. C'est une opération de sauvetage de la gloire paternelle. Bon, les adultes finissent pourtant par partir sans lui, voilà, comme d'hab. Mais sans fusil, sans permis ni la moindre autorisation, Marcel s'en va quand même. Il les suit de loin, comme un sioux. Et c'est dans ses yeux d'enfant qu'on suit la chasse. Il suit les traces, écoute les coups de feu, repère les chasseurs dans le vallon et cherche à les observer sans être vu. Puis il aperçoit Joseph dans le vallon. De mon côté, mon père marchait à mi-pente. Il tenait son fusil pointé devant lui, la crosse sous le coude,
la main droite sur la gâchette, la main gauche sous le pontet. Il avançait à pas prudents, le dos voûté, enjambant les broussailles. Il était beau à voir, beau et menaçant, et je fus assez fier de lui. Quelques heures plus tôt, Marcel avait honte de voir son père écouter Jules comme un élève. Et là, enfin, Joseph ressemble au chasseur qu'il espérait voir. Il est beau et menaçant. Alors pour l'instant, il n'a encore rien réussi, mais il en a l'allure. Et ça suffit déjà à Marcel pour commencer à lui rendre un peu de sa gloire. Mais vous avez noté, il reste assez fier de lui, c'est pas hyper concluant non plus. Marcel est en train littéralement d'examiner son père. Est-ce qu'il sait faire ? Est-ce qu'il est à la hauteur ? Est-ce que l'homme qui marche là-dessous est toujours le surhomme qu'il croyait connaître ? Alors c'est pas gagné, parce que Jules, lui, il abat une bécasse avec l'aisance exacte de ses récits. Il avait parlé, maintenant il fait. Et c'est important parce que là, Jules est devenu officiellement celui qui sait. C'est lui le professeur, lui qui maîtrise les armes, le gibier, les règles. Pour Marcel, il a momentanément pris à Joseph la place de l'homme compétent. Et son coup de fusil vient confirmer cette hiérarchie. Pour Marcel, les histoires de chasse de l'oncle Fanfaron viennent d'être vérifiées par le réel. Enfin, le réel, pardon Marcel, mais une bécasse en pleine garrigue au mois d'août, je trouve ça un poil suspect. Joseph, en revanche, il rate. Il manque les perdrix, puis un lièvre lui passe presque entre les jambes pendant qu'il s'occupe de ses cartouches. Et Marcel vit l'échec paternel comme une catastrophe. J'étais consternée par notre échec, qui prit pour moi les proportions d'une catastrophe. Il avait manqué 2 fois le coup du roi, et ce lièvre, pour se moquer de lui, l'avait forcé à battre un petit entrechat avant de lui montrer son derrière. C'était d'un comique navrant. Je lui cherchai aussitôt des excuses. Comme il était juste sous la barre, il n'avait pas eu le temps de voir venir les perdreaux, tandis que l'oncle Jules avait pu tirer comme à l'exercice. D'autre part, il ne connaissait pas encore son fusil, et l'oncle Jules avait bien dit que c'était le plus important. Enfin, c'était sa première sortie, sa première émotion de chasse. Et c'est pourquoi il n'avait pas pensé à recharger. Marcel souffre bien plus que Joseph, et immédiatement il lui cherche toutes les excuses du monde. Il plaide carrément la cause de son père dans sa tête. Et il décide qu'il va continuer à rabattre jusqu'à ce que son père finisse par réussir, déterminé à le sauver du déshonneur. Et à se sauver lui-même aussi, Oui, c'est leur échec à tous les deux, il l'écrit tel quel. Même dans le récit, quand il commence à comprendre qu'il est perdu, il hésite à rentrer parce qu'il aurait le sentiment d'abandonner son père. Alors après ça, il se perd vraiment et pendant longtemps. Il y a l'épisode des Comanches, Robinson Crusoe, la soif, les épines, même un rapace menaçant. Toute sa bibliothèque d'enfants se mélange avec la colline. Le gamin qui voulait simplement être autorisé à suivre les chasseurs se retrouve seul, obligé de se débrouiller dans leur monde. Puis il entend 2 coups de feu. C'étaient des perdrix, mais leur poids me surprit. Elles étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, et j'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors, mon cœur sauta dans ma poitrine. Des bartavelles, des perdrix royales. Alors là, faut s'arrêter 2 secondes, même si je sais que je vais casser le mythe. La vraie bartavelle, Alectoris graeca, c'est un oiseau de massif alpin. Pas vraiment le genre à traîner dans les collines du Garlaban. La perdrix rouge, en revanche, elle est chez elle. Du coup, j'ai fait quelques recherches. Alors, dès le 19e siècle, des ornithologues signalent que de grosses perdrix rouges venues du Midi sont vendues sous le nom de bartavelles. Et surtout, des naturalistes qui ont étudié précisément la faune du Garlaban ont déjà conclu que les fameuses bartavelles de Pagnol étaient probablement des perdrix. Voilà, je sais, pardon. Bref, Marcel entend ensuite Jules expliquer à Joseph qu'il a encore manqué son coup du roi. Joseph proteste, il croit avoir vu voler des plumes. Il sait pas, on connaît tous ça les chasseurs. Non, mais si, j'ai vu que ça... Puis Marcel apparaît. Je m'étais approché et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon, et le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces. « Il les a tués! Toutes les 2! Il les a tués !» Et dans mes petits poings sanglants, d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. Alors c'est là, à chaque fois, que ces quelques mots me foutent les poils. Cette image est absolument immortelle. « Et les bartavelles ?» dit mon père qui soufflait dans leurs plumes pour admirer leur chair. « Sans lui, nous ne les aurions jamais retrouvés, ni même cherchés. Et moi, je rentrais bredouille et déshonorée. » Depuis le début, Jules, c'est celui qui sait. C'est lui qui apprend à Joseph comment tirer. Et jusqu'au dernier moment, il
Il est même persuadé que Joseph a raté. Mais Marcel, le gamin qu'on n'avait même pas voulu amener à la chasse, est devenu le seul à savoir ce qui s'est réellement passé. Et surgir avec la preuve dans les mains a dû être un moment incroyable. Marcel voulait tellement participer à la réussite de son père qu'il finit réellement par y participer. Alors il n'a pas tiré, mais sans lui, le doublé disparaît peut-être dans les broussailles. Il n'existe plus comme trophée, et surtout, il n'existe plus comme histoire. Joseph décharge alors son fusil et le lui tend. C'était une grande récompense, et je pris avec respect l'arme triomphale. Alors un fusil déchargé, on ne le tend pas à n'importe qui. Quelques heures plus tôt, Marcel n'avait même pas le droit de les suivre à la chasse. Maintenant, Joseph lui confie l'arme du doublé. Pagnol appelle ça une grande récompense. Difficile quand même de ne pas y voir aussi le signe qu'il vient de changer de place. J'ai connu cette fierté incroyable d'enfant, je vous garantis que ça s'oublie pas. Ensuite il rentre, le fils, le fusil, les deux oiseaux. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf qu'une chasse ne s'arrête jamais tout à fait quand on rentre. Il faut encore la raconter. Et Pagnol avait préparé son coup. Joseph s'était auparavant moqué d'un collègue, Monsieur Arnaud, qui s'était fait photographier avec un gros poisson. Qu'il soit content d'avoir pris une belle pièce, je veux bien l'admettre. Mais se faire photographier avec un poisson, quel manque de dignité. De tous les vices, la vanité est décidément le plus ridicule. Gardons ça en tête, parce que Joseph part maintenant au village avec ses Bartavelles. Monde les soupèse et confirme qu'un doublé pareil est digne d'un grand fusil. L'épicier les pèse. Le facteur, qui chasse lui-même, cherche une fracture au cou qui trahirait un piège. Il veut le calibre, le numéro du plomb, la distance, l'heure, l'endroit, puis seulement il consent à homologuer l'exploit. Le village ne se contente pas d'admirer l'exploit, il l'authentifie. La gloire de Joseph devient une affaire collective. Et je trouve cette scène formidable parce que Joseph ne se pose aucune question. Il traverse le village avec ses oiseaux morts pendus à la ceinture, et cette exposition n'a absolument rien de honteux. Loin s'en faut. Elle est même parfaitement glorieuse. On regarde, on touche, on pèse, on questionne. Le gibier est encore visible dans le monde, et le chasseur, une personne comme les autres. Au point même qu'un village peut le célébrer publiquement. Alors oui, c'est un monde qui nous paraît bien loin. Aujourd'hui, beaucoup de chasseurs hésiteraient à traverser un village avec 2 perdrix pendus à la ceinture. La visibilité sociale de la chasse a clairement changé. Oui, c'était mieux avant, laissez-moi tranquille. Puis le curé arrive avec son appareil photo et là, Joseph accepte. Par politesse, bien sûr. Quelques jours plus tard, il porte 2 plumes rouges à son chapeau. Au village, il est devenu celui des Bartavelles. Et lorsque les tirages photos arrivent, Joseph les examine avec une grande attention technique. Le papier, la lumière, la mise au point, tout ce qu'il faut pour ne pas dire qu'il est fier. Puis... Enfin, en me caressant les cheveux, il déclara « Puisque nous avons 2 épreuves, j'ai bien envie d'en envoyer une à mon père, pour lui montrer comme Marcel a grandi. » Le petit Paul battit des mains, et moi j'éclatai de rire. Oui, il était tout fier de son exploit. Oui, il enverrait une épreuve à son père, et il montrerait l'autre à toute l'école, comme avait fait Monsieur Arnaud. J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité. Je sentis que je l'en aimais davantage. Alors je chantai la farandole et je me mis à danser au soleil. Quelques dizaines de pages auparavant, Marcel croyait qu'il pourrait cesser d'aimer son père s'il rentrait bredouille. Oui, rappelez-vous, il avait besoin d'un père infaillible. Et le livre se termine carrément à l'opposé. Joseph a accompli son exploit, il est devenu celui des Bartavelles. Mais ce qui touche Marcel maintenant, c'est plus qu'il soit extraordinaire. C'est de le surprendre ridicule, vaniteux, humain. Au début, il avait besoin d'un surhomme pour aimer son père. À la fin, il découvre qu'il peut aimer l'homme, et même davantage. Il y a une très belle ironie dans cette histoire. Joseph accepte la photographie des Bartavelles, puis cherche toutes sortes de prétextes pour expliquer pourquoi il la regarde si attentivement. Et finalement, il avoue qu'il aimerait en envoyer une à son propre père. Ça, c'est un détail qui me touche beaucoup parce qu'au fond, même devenu père, Joseph reste encore le fils de quelqu'un. Lui aussi, il a envie de rentrer à la maison avec quelque chose à montrer. Lui aussi, il a envie que son père soit fier de lui. Et Marcel se moque gentiment de cette vanité. Il vient de découvrir son surhomme en flagrant délit d'humanité. Le père de Joseph, Marcel, 3 générations qui veulent finalement la même chose. Rendre leur père fier. Et des décennies plus tard, Marcel Pagnol fera exactement la même chose, à sa manière. La photographie de Joseph avec ses 2 Bartavelles a dû finir quelque part dans un album. Le doublé aurait pu rester une vieille histoire de famille, racontée, embellie, sans doute avec le temps, puis oubliée avec ceux qui l'avaient vécu. Mais Marcel en a fait autre chose. Il l'a raconté, il l'a mis en scène, il lui a donné sa lumière, ses dialogues,
ces deux oiseaux gigantesques et ce gamin dressé sur son rocher face au soleil couchant. Bref, il en a fait une légende. Une légende, vous aurez noté qu'il n'a pas appelé les Bartavelles ou l'ouverture, ni même mes souvenirs de chasse. Il l'a appelé la gloire de mon père. Et la vraie gloire de Joseph n'est pas celle que lui accorde Monde, le facteur, le curé ou les joueurs de boules ce jour-là. Elle est là, un demi-siècle plus tard, dans le fait que nous soyons encore en train de parler de ce maître d'école marseillais et de ses deux présumés Bartavelles. Tout ça parce qu'un jour son petit garçon l'a vu devenir un héros, puis il l'a vu redevenir un homme. Et 50 ans plus tard, il a décidé de raconter les deux. Une fois cette gloire acquise, le regard de Marcel va se déplacer. Dans le livre suivant, Le château de ma mère, il va plus seulement apprendre à regarder son père. Il va apprendre à regarder la colline. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Mais vous allez d'abord me dire en commentaire si ce format vous plaît, parce que des lectures, j'en ai d'autres à vous partager. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez-moi dans les coulisses. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.